Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur les valorisations des sociétés françaises qui sont dans le CAC 40 et même de façon plus générale dans des indices un petit peu plus larges qui regroupent des sociétés françaises. Ce qu'on voit d'abord sur le CAC 40, c'est qu'aujourd'hui on est donc à 7550 à peu près et ça correspond au plus haut historique sur l'indice. C'est plus haut que ce qu'on avait atteint fin 2021, c'est aussi plus haut que ce qu'on avait atteint au moment de la bulle hein, de l'an 2000. Donc c'est une performance qui a été possible notamment par un certain nombre de valeurs dans le domaine du luxe et des cosmétiques. Donc comme vous connaissez sûrement, hein, LVMH dans le luxe, également Hermès et Kering, et aussi L'Oréal dans le domaine des cosmétiques. Donc ça c'est vraiment des titres qui ont très bien performé et qui ont aujourd'hui des multiples, comme on va le voir, des multiples de valorisation qui sont très élevés. Et on peut aussi regarder d'une autre façon le multiple qu'on appelle le Shiller-P ratio, c'est-à-dire c'est eh bien le PER, mais calculé au dénominateur avec une moyenne sur 10 ans des résultats ajoutés de l'inflation. Et donc ça permet d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe. Et ce qui est intéressant avec cet indice, c'est que, eh bien, on voit que, donc là, je vous ai affiché la France et les États-Unis. La France est en vert, et l'écart entre les deux est en train de se réduire. Ce qui est important, c'est que donc on a les États-Unis qui sont autour de 29, un ratio de 29, et là, la France, de nouveau, est repassée au-dessus de 25 au niveau de ce ratio, le Shiller-P ratio. C'est vrai que j'avais tendance à dire ces derniers temps que c'était surtout les sociétés américaines qui étaient trop valorisées. Mais en fait, en ce moment, eh bien, les grandes sociétés françaises ne sont pas très loin derrière. Donc là, sur ce tableau-là, ce qui est utilisé pour la France, c'est l'indice MSCI. Donc le MSCI, je voulais afficher ici, voilà. Donc les principaux constituants sont ici. Vous avez notamment LVMH, Total Energy, Sanofi, L'Oréal, Schneider également, Vinci, Hermès. Donc ça, c'est les principales lignes qui constituent cet indice et qui font effectivement, qui tirent vers le haut la performance. Pour rappel, quand on regarde l'indice Shiller-P sur une durée très longue, sur plus de 100 ans, c'est ce que vous pouvez voir ici sur ce graphique, on se rend compte qu'en fait, la moyenne est plutôt comprise entre 15 et 17, alors qu'aujourd'hui, on est à 29 à peu près aux États-Unis et 25 en France. Ce qui veut dire que si on devait revenir, on va dire, à la moyenne à peu près, dans les trimestres qui viennent pour la France, eh bien, ça correspondrait donc à un passage de 25, d'un multiple de 25 à un multiple de 15, ça ferait une baisse, une dévalorisation de 40%. Alors je ne sais pas bien sûr si cette baisse des capitalisations, des valorisations boursières va se réaliser dans les trimestres qui viennent. Simplement, ce que je sais, c'est que c'est une hypothèse qui n'est pas très agressive, c'est simplement un retour à la moyenne que j'envisage. On pourrait aller encore plus bas. Ce genre de situation, bien entendu, peut arriver, a plus de chances d'arriver si on rentre en récession. C'est moins mon hypothèse, en tout cas pour les États-Unis et pour l'Europe. Un des indicateurs très connus qui est un indicateur avancé des périodes de récession, c'est celui que je vous affiche ici, la courbe des taux, c'est-à-dire la différence entre les taux à 10 ans sur des obligations souveraines américaines et les taux à 2 ans. Donc vous voyez que ici, à chaque fois qu'on a eh bien, une inversion de la courbe des taux, quelques mois après, ce sont les zones grises, eh bien, on a une entrée en récession. Ça s'est passé systématiquement au cours des 60 dernières années. Vous voyez ici dans les années 70, dans les années 90, à nouveau juste avant la crise de l'an 2000 et à nouveau ici en 2007, avant la crise, la grande crise financière. Là, de nouveau, on est dans une situation d'inversion très forte de la courbe des taux. C'est un niveau d'inversion qui est équivalent au niveau d'inversion qu'on avait eu dans les années 70. Voilà, et donc mon hypothèse, hein, c'est qu'effectivement, on a une probabilité très forte d'avoir une récession d'ici la fin de l'année, à la fois aux États-Unis et en Europe.
Alors regardons maintenant un peu plus en détail quelques ratios de valorisation, justement sur des sociétés françaises. Donc là, je vous ai sélectionné les plus grandes sociétés en termes de valorisation dans le CAC 40 et aussi celles qui sont le plus représentées dans l'indice MSCI qu'on a vu juste avant. Donc on retrouve LVMH dans le domaine du luxe, également Hermès et Kering, qui sont les trois sociétés importantes dans le domaine du luxe. On a Total Energy, une société dans le domaine de l'énergie, une pharmaceutique Sanofi, et également L'Oréal dans le domaine des cosmétiques. Au niveau donc des ratios que je vous affiche, donc on a bien sûr le PER, donc Price Earning Ratio. Là, ce n'est pas le CAP, hein, ce n'est pas le Schiller P ratio, c'est le PER classique, donc simplement le cours de bourse divisé par le dernier résultat net disponible. Ensuite, deuxième indicateur intéressant, on a la valeur d'entreprise divisée par l'EBITDA. Hein, donc l'EBITDA, c'est-à-dire le résultat d'exploitation avant les dépréciations et les amortissements. Donc ça, c'est un bon indicateur que moi j'aime bien, hein, de rentabilité. Ensuite, vous avez le niveau de dividende. Donc là, c'est le dividende de l'année en cours, qu'on compare effectivement au prix, au cours de bourse actuel de la société. Ensuite, le ratio suivant qui est le VE sur le free cash flow de la société. Donc ça, c'est un ratio important. Alors pourquoi? Parce que par rapport à l'EBITDA, ce qui va venir prendre en compte celui-là, c'est également eh bien, tous les flux d'investissement que la société doit faire. En fait, dans ce chiffre, dans le free cash flow pour la compagnie, le FCFF, eh bien, il y a tous donc la trésorerie qui est générée par l'activité, mais également eh bien, tous les investissements qui sont réalisés par la société pour justement contribuer à continuer à la développer. Donc c'est quelque part un indicateur qui est plus complet que l'EBITDA, qui lui ne va pas vraiment prendre en compte, même pas du tout, toute la partie investissement. Voilà, moi, une grosse partie de ma valorisation des sociétés, je la fais souvent en utilisant ce free cash flow. Parce que c'est vraiment voilà, l'argent qui est généré par la société. Ensuite, on a également le ROIC. Le ROIC, c'est une mesure de rentabilité de la société par rapport au capital investi. Donc globalement, on regarde la rentabilité opérationnelle après impôt et on compare cela au total de l'argent qui a été investi, c'est-à-dire à la fois le capital et la dette qui a été levée par la société, et on regarde ce que ça fait en termes de ratio. Donc c'est un indicateur intéressant, hein, ça permet vraiment de voir, compte tenu de ce qui a été injecté dans la société, qu'est-ce qu'on arrive à en tirer effectivement comme rentabilité. Et ensuite, le dernier ratio, c'est le ratio qui compare la capitalisation boursière, donc la valeur boursière de la société, aux capitaux propres tangibles. Donc pour calculer les capitaux propres tangibles, on va prendre les capitaux propres de la société et enlever le goodwill, hein, ce qu'on appelle les écarts d'acquisition, et également les actifs incorporels. Eh bien, pourquoi? Parce que ça vient faire gonfler de manière pas forcément justifiée les capitaux propres de la société. Et donc ça aussi, ça nous donne un indicateur en termes de valorisation globale. Donc là, je vous ai mis quelques couleurs pour arriver à mieux analyser les choses. Donc vous voyez qu'il y a une chose qui ressort de manière très très claire, c'est qu'il y a une société qui a des ratios à peu près raisonnables, on va dire, c'est Total Energy. Donc par exemple, un PER de 5 fois, voilà, c'est vraiment même attractif comme PER. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 3,7, donc c'est vraiment très raisonnable. Et d'un autre côté, on a eh bien, toutes les autres, hein, alors plus ou moins, avec plus ou moins de différences, mais quand même, toutes les autres sociétés qui ont des ratios vraiment beaucoup, beaucoup moins attractifs. On regarde par exemple les PER, puisqu'on en a parlé juste avant. Pour Hermès, on va être au-dessus de 40, ce qui est vraiment énorme, au-dessus de 30 pour LVMH et à 27 pour L'Oréal. Donc on voit hein, particulièrement pour ces sociétés qui sont dans le domaine du luxe, vraiment des ratios extrêmes. C'est particulièrement impressionnant pour le ratio de capitalisation par rapport aux capitaux propres tangibles. On voit que par exemple on monte à 98 pour LVMH, alors que
Moi, personnellement, quand j'investis dans une société, ça m'arrive quasiment jamais d'investir quand le ratio est supérieur à 3. Donc vous voyez que c'est quand même impressionnant. À titre de comparaison, je vous ai affiché dans la dernière colonne sur la droite ici les ratios eh bien qui correspondent tout simplement au dernier investissement que j'ai effectivement réalisé. Vous pourrez constater les différences, hein. Par exemple, moi le PER était de 6,3 hein, sur la société dans laquelle j'ai investi. Donc vous allez voir, hein, il y a vraiment des différences extrêmes. Alors, pour comprendre ce que ça veut dire très concrètement, ces ratios excessivement élevés, notamment dans le domaine du luxe et des cosmétiques. C'est un petit peu moins vrai hein, ici pour la pharmacie, mais c'est surtout vrai dans le luxe et les cosmétiques. Globalement, ça veut dire que eh bien, le marché anticipe que ces sociétés-là vont continuer à générer une croissance extrême, c'est-à-dire une augmentation de leur chiffre d'affaires, par exemple, d'au moins 10 à 15% par an dans les années à venir, sans jamais qu'il y ait un ralentissement de cette croissance. Alors je comprends bien que ces sociétés sont effectivement fortement exposées à la croissance de l'Asie et devraient en bénéficier dans les années qui viennent. On va regarder par exemple à ce sujet les derniers chiffres de LVMH. Vous avez ici la répartition du chiffre d'affaires au niveau mondial. En Asie, si on exclut le Japon, on a 36% du chiffre d'affaires, donc c'est vrai que c'est très significatif, plus d'un tiers de l'activité. Mais en fait, c'est vrai que quand on regarde en ce moment, euh, simplement, c'est parce que la Chine a réouvert il n'y a pas très longtemps. Au niveau des taux de croissance, en fait, c'est plutôt l'Europe et le Japon qui ont le meilleur développement en ce moment. Donc pour le reste de l'Asie, ça reste à confirmer. On verra après le redémarrage. Pour l'instant, le niveau le taux de croissance du chiffre d'affaires est effectivement impressionnant à plus 17%. Mais pour moi, c'est pas des taux de croissance qui vont pouvoir être maintenus sur le long terme. Aujourd'hui, un certain nombre de groupes de ce type-là, dans le domaine du luxe et des cosmétiques, ont en fait très peu de concurrence en Asie, parce que le développement de ces sociétés-là en Asie n'a pas encore été réalisé. À mon avis, ils vont avoir plus de concurrence dans les années qui viennent. Et donc, voilà, maintenir des ratios de valorisation de ce type-là et investir aujourd'hui sur ce niveau de valorisation, ça ne me paraît pas honnêtement raisonnable. Pour conclure, soyez donc prudents en ce moment. On est sur des bases de valorisation sur le marché français qui sont, je trouve, très élevées. Il vaut mieux, à mon avis, faire des analyses société par société, du stock picking, plutôt que d'acheter l'indice en entier. Vous allez trouver encore des secteurs dans lesquels les valorisations sont à peu près raisonnables. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a le secteur, par exemple, de l'énergie, où il y a vraiment des opportunités. Par contre, voilà, il vaut mieux faire vos analyses société par société. Si vous cherchez des idées d'investissement, eh bien, n'hésitez pas justement à aller voir mon Substack. Donc, c'est le blog et la newsletter que j'écris, dans lequel vous allez pouvoir trouver des idées de société dans le domaine de l'énergie, mais aussi dans le domaine de l'or, par exemple. Donc, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien. Il va apparaître dans l'écran et je le mettrai juste en dessous dans la description. Merci à tous pour votre attention. Si vous aimez la chaîne, si vous voulez l'aider à se développer, pensez bien à vous abonner, à mettre des pouces vers le haut, faire des commentaires, partager la vidéo. Ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement.